Bonjour, nous sommes au Sénat pour rencontrer les trois co-rapporteurs sénateurs de la Commission Culture et Éducation et Communication, auteurs donc du rapport « Le cinéma contre-attaque entre résilience et exception culturelle, un art majeur qui a de l'avenir ». Donc avec Jérémy Bacchi, Céline Boulet-Esperonnier et Sonia de la Provoté. Pour présenter un petit peu ce rapport, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'esprit et dans quel contexte il s'inscrit? Le rapport a été décidé il y a maintenant plusieurs mois de cela, après une année 2022, première année post-Covid, où on entendait beaucoup de sinistrose autour du cinéma, avec des chiffres d'entrée en salle de 155 millions en 2022. Et il y avait besoin que le législateur se penche de près sur la situation actuelle du cinéma, de regarder si en fait l'évolution était une évolution conjoncturelle liée à la crise du Covid, ou si de manière beaucoup plus profonde, le cinéma était en train de muter avec l'apparition des plateformes notamment, mais pas que, et pour le coup une évolution plus structurelle. C'est de montrer que le cinéma, en tout cas français, se porte plutôt mieux que ce qui en était dit il y a encore quelques mois, avec un rapport qui est positif sur le fait que l'écosystème à la française de défense de la diversité culturelle, de défense de tout le panel de ce que le cinéma peut offrir dans l'expérience cinéma, et puis le renforcement du système des salles, ces salles qui sont présentes partout dans les territoires, ce qui est quand même une de nos caractéristiques. Et bien tout ça montre que on a réussi dans un peuple de cinéphiles à relancer la machine. Maintenant, évidemment, il faut qu'elle ne soit pas que relancée, mais qu'elle s'installe durablement, voire qu'elle progresse, puisque quelque part nous sommes une exception dans le monde pour l'amour que nous portons à nos salles et à notre cinéma. C'est une industrie culturelle qui a une place à part dans le cœur des Français. Il y a une relation presque charnelle avec nos concitoyens et c'était important de montrer ce qu'il en était advenu de cette industrie culturelle qui est une exception culturelle française d'ailleurs, au lendemain de la crise Covid où il y a eu beaucoup d'inquiétudes autour du cinéma. On a vu que le cinéma, c'est un facteur de cohésion nationale. Madame la Provoté soulignait l'importance des territoires. C'est aussi un maillage territorial, facteur de richesse, facteur je le disais, de cohésion et puis de dynamisme au niveau des territoires. Et donc, c'est important de dresser un état des lieux sur l'ensemble de la France et de savoir ce qu'il en était de la salle qui, effectivement, est au cœur du dispositif et de l'écosystème du cinéma. Et on a vu à quel point elle était importante du point de vue économique, du point de vue du succès. Et puis encore une fois, c'est un art populaire. Voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de montrer et dresser un état des lieux et des perspectives pour l'avenir. Le rapport de Bruno Lasserre est sorti, donc a été publié début avril. La semaine dernière a également été édité le rapport Carucci. Donc l'un est davantage sur une régulation, entre libéralisation et régulation, et l'autre prône peut-être un petit peu de moins, on va dire, de soutien de l'État. Comment vous, en général, vers quoi va votre rapport? Un rapport de la Commission des finances du Sénat n'est pas un rapport de la Commission culture, ça va de soi, mais c'est bien de l'affirmer. Et donc nous avons eu à cœur non pas de regarder les chiffres, mais de regarder l'ensemble de ce que représente le cinéma. Donc à la fois son impact, son rôle en matière de droit culturel, cette question économique également, puisque l'écosystème culture c'est une industrie, donc il y a quand même une dimension économique positive dans le cinéma. Et puis en ce qui concerne les aides publiques, c'est qu'une part de finalement l'action publique politique en matière du cinéma. La chronologie des médias, c'est pas une aide en euros sonnants et trébuchants. Et donc en fait, notre politique publique ne se résume pas aux aides directes via le CNC ou aux aides indirectes qui ont été mises en place. Et donc on souhaite porter au travers de ce rapport tout ce qu'il y a en dehors de cette question purement, strictement budgétaire. Nous, on a vraiment voulu avoir une approche positive sur l'avenir du cinéma. Pas que comptable, bien évidemment, mais les uns peuvent s'inspirer des autres. On n'est pas non plus à se dire que tout va bien, même si on estime que vraiment le cinéma va très bien et qu'il est le fruit d'une politique publique très réussie depuis les années 50. Ce n'est pas toujours aussi courant que ça qu'on ait une politique publique réussie. Donc ça veut dire que toutes les personnes qu'on a auditionnées
ont convergé vers le fait que le système relativement complexe qui a été mis en place des aides, des différentes aides, qu'elles soient publiques, privées et tout, a mené à un excellent résultat. Donc finalement, ce qu'il faut regarder, c'est les points de convergence entre les différents rapports et notamment des différentes commissions. Mais c'est ça aussi l'ADN du Sénat, c'est d'arriver comme ça à dresser vraiment des constats qui peuvent faire consensus. Mieux produire et mieux distribuer, qu'est-ce que vous préconisez sur cet aspect? L'idée pour nous, c'est déjà d'identifier quels sont les maillons essentiels dans la production, mais dans la construction d'un film, je dirais. Aujourd'hui, on a besoin, on a le CNC qui joue un rôle majeur, évidemment, hein, c'est un scoop pour personne, mais on a aussi peut-être besoin un peu plus de progressivité, de pouvoir mieux intéresser notamment la question des distributeurs, puisque c'est quelque chose qui est revenu à de nombreuses reprises lors de nos auditions. C'est pour ça que ça fait partie, je crois, de tête que c'est la deuxième de nos recommandations, qui est de dire supprimer le plafond de 1 million d'euros pour justement cette question-là, pour pouvoir justement mieux intéresser les distributeurs, par exemple, et donc aider, pousser un certain nombre de films français à être peut-être un peu plus investis par tout l'écosystème pour une meilleure réussite de nos films en salle. Je tiens à le rappeler, on était, lorsqu'on commence ce rapport au mois de décembre, on est toujours dans un climat un peu de sinistrose, hein, disons-le clairement, et on le clôture après les grands succès, que ce soit les blockbusters américains, mais aussi les films français qui ont tiré leur épingle du jeu dans ce premier trimestre et un peu plus de l'année 2023, dans une situation, je reviens de Cannes, où pour le coup il y a un enthousiasme assez généralisé sur l'idée de dire ça y est, on a retrouvé une situation antérieure à la période Covid, même si les chiffres seront peut-être pas aussi bons que 2019, qui était une année record d'entrée en salle, mais on va s'en approcher tout du moins. L'idée du rapport, et on l'a vu tout au long de nos auditions, c'est de dire, bon, on retrouve le cinéma qu'on a connu, une situation antérieure. La question, c'est comment on se projette aussi sur l'avenir, parce que oui, le cinéma a un avenir, oui, notre système nous a permis aussi, peut-être mieux que d'autres en Europe et dans le monde, de vivre cette séquence extrêmement compliquée pour le cinéma, et donc aujourd'hui, donnons des perspectives à l'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit les producteurs, mais aussi les distributeurs. Il y a des choses aussi, des angles qu'on a choisis. Par exemple, quand vous prenez les diffuseurs, qui sont pour 60% dans l'investissement qui est fait dans le cinéma. Ils demandent parfois, peut-être, on l'a vu dans nos auditions, à être un peu plus partenaires, peut-être à être un peu plus écoutés. Peut-être, de ce point de vue-là, il y aurait des petits ajustements à faire dans la fameuse chronologie des médias, qui est pour beaucoup dans le financement du cinéma. Mais on voit vraiment à quel point tout le monde converge vers cet écosystème qui... c'est la conclusion du rapport, a vraiment de l'avenir. Et c'est ça qui est intéressant. On avait choisi un autre angle aussi, qui était de dire, y a-t-il à un moment, parce qu'il faut toujours mettre les choses en perspective quand même, une légère surproduction, hein. On a entendu parler, notamment de la SACD et d'autres, de la politique nataliste des films. C'est une question qui se posait. Y en a-t-il trop ? Y en a-t-il pas assez ? Est-ce qu'on a mis le curseur au bon endroit ? Et les aides automatiques, de ce point de vue-là, sont intéressantes à analyser. C'est l'une des préconisations qu'on a faites, c'est de dire peut-être qu'on pourrait refaire un réajustement de ce côté-là, puisque vous savez que les aides automatiques sont proportionnelles au succès qu'a un film. Donc peut-être il pourrait y avoir des tentations de dire bon, s'il n'y a pas le succès escompté, les aides seront là. Voilà, donc on a proposé des réajustements de ce côté-là, qui se traduiront peut-être par des propositions législatives à voir. Il y a un axe qui est le fait de reconquérir tout le public, ce public cinéphile qu'on ne retrouve pas forcément dans les salles. Et la cinéphilie, ça ne se décrète pas, même si on dit que les Français sont cinéphiles, ça se travaille. Et donc il y a tout un axe de développement de l'appétence et du goût de la diversité en matière de propositions cinématographiques auprès de la jeunesse, parce que c'est là que débutent les premières expériences. Et on sait bien qu'au travers des classes cinéma, au travers de l'éducation artistique et culturelle, au travers du pass culture, on a là autant d'outils qui peuvent ouvrir d'autres horizons cinématographiques que ce que pourrait leur fournir systématiquement une production un peu formatée, un peu standardisée et facile. Et l'expérience cinéma, c'est aussi un moment où on peut aller vers de la réflexion, vers de la nouveauté, vers de nouveaux univers, et ça ouvre des fenêtres de l'imaginaire. Donc le cinéma fait partie à part entière de la politique culturelle française. Vous aviez l'ambition de porter en tout cas 100% des élèves inscrits dans un dispositif scolaire. Et alors en ce qui concerne également les engagements de programmation et de diffusion concernant donc les exploitants et les distributeurs, vous allez dans la même direction effectivement que le rapport Bruno Lasserre. Pour nous, l'esprit du rapport, c'est de dire le cinéma est à la fois une industrie, mais aussi un art.
Voilà. Notre parti pris, c'est de dire que c'est les deux à la fois. Et donc, on a besoin aussi de grands succès, de films qui sont des blockbusters, y compris français, qui puissent drainer beaucoup de monde dans les salles, parce que ça participe aussi au financement et via notre système. Mais on a aussi besoin, et je crois que c'est l'exception culturelle française, d'avoir un cinéma français qui puisse dire des choses, puisse rencontrer un public. Et parfois on a d'extrêmement bonnes surprises sur un certain nombre de films, et c'est tant mieux, mais un film d'auteur, des films d'auteur, etc. Et donc pour nous, on a dans ce rapport cette volonté-là, et c'est ce qui a... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Céline, mais ça a été tout au long notre fil conducteur. Voilà. Et je crois qu'on doit continuer à affirmer que le cinéma est l'un et l'autre. Sur les engagements de programmation, c'est de dire comment on arrive aussi à faire vivre ces films, qui soient des films d'auteur, des films dits d'art et d'essai, trouver des plages des plages de diffusion qui puissent convenir aussi aux exploitants. L'idée, c'est pas de dire aux exploitants, voilà, vous allez mettre ce film à l'affiche toute la journée pendant 2 semaines, et puis s'il y a peu de spectateurs ou pas, mais c'est comment, entre les exploitants, les distributeurs, l'ensemble de la filière, on donne aussi une chance à ces films d'auteur qui trouvent parfois, même souvent, leur public, et comment on renforce ces engagements-là. Ça fera partie d'une discussion, évidemment, entre les différents acteurs et évidemment les exploitants là-dessus, mais au regard de nos auditions, nous n'avons pas senti des professionnels de la filière totalement hostiles à l'idée de bouger un peu, de trouver ce qui pourrait être le plus efficient, parce que, y compris un exploitant de salle, lorsqu'un film dit d'art et d'essai ou un film d'auteur qui, a priori, n'aurait pas dû faire un grand public, trouve son public, c'est le premier satisfait, bien évidemment, et si cela peut permettre à avoir plus de séances, il le fera sans aucune hésitation. Donc c'est comment on aide aussi à cela, à la fois pour les producteurs, les réalisateurs de ces films-là, mais aussi les exploitants à trouver leur public sur ces films-là. Je crois que ça peut être vertueux pour l'ensemble de la filière. Le cinéma, ça a été souligné par beaucoup d'auditionnés, c'est une industrie de prototype. C'est-à-dire que oui, on n'est jamais sûr du résultat, mais c'est ça l'art. Quand vous faites un tableau, vous ne savez pas combien de personnes vont l'apprécier et vous ne savez pas comment elle va être perçue. Alors évidemment, il faut quand même limiter les dégâts. C'est une industrie, il y a de l'économie derrière. Mais cette industrie de prototype, c'est de dire, ben voilà, on ne sait pas si tel film va rencontrer son public ou non. Alors évidemment, quand on a investi beaucoup dans un film, on en attend quand même un certain retour. Donc il faut limiter les dégâts. C'est ce que je disais, mais... pour en venir à ce que tu disais aussi, il y a peut-être une catégorie qui est un peu plus lésée, on l'a vu, c'est les films du milieu. Ceux qui sont entre, corrige-moi si je me trompe, 1 et 4 millions d'euros, c'est ça. Mais les films qui font l'ADN du cinéma aussi, où il y a de la recherche, où il y a un narratif. Les films de François Ozon, par exemple, les films de Truffaut. Bon, ben ceux-là, il faut les soutenir aussi. Et c'est peut-être ceux dans lesquels, paradoxalement, on investit le moins aujourd'hui. Ceux dans lesquels on investit le plus ces dernières années, c'est ceux qui sont à moins d'1 million d'euros. Mais on a quand même de beaux succès. Regardez le succès du biopic sur Simone Veil, par exemple. Voilà, là, on ne savait pas ce que ça allait donner, mais c'est peut-être à nouveau un genre nouveau qui peut réémerger en 2023, avoir vraiment du succès. Enfin voilà, on a vu qu'il y avait plein de pistes intéressantes. Le cinéma est avant tout résilient. Quand il y a eu l'avènement de la télévision, on s'est dit ça va peut-être être la fin du cinéma. On a vu que grâce à ces politiques publiques et autres, grâce à la volonté de chacun, il avait pu renaître de ses cendres plusieurs fois. Et on voit que c'est le cas aujourd'hui dans l'ère post-Covid. C'est quand même assez intéressant à constater et c'est une fierté nationale, je dirais. Pour parler également donc des films art et essai, en ce qui concerne, vous allez aussi vers plus de sélectivité des films art et essai. Il n'y a pas énormément de pays qui ont une filière art et essai aussi développée que le cinéma français. Pour que cela puisse perdurer, il faut évidemment continuer au travers notamment du CNC à soutenir la production de ces films-là. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut peut-être une sélectivité un peu plus progressive sur ces films-là, qu'il faut qu'on regarde de manière peut-être un peu plus étroite, sans tout révolutionner bien évidemment, mais comment on arrive à les soutenir, si c'est le premier film, le deuxième film, le troisième film, si le film rencontre son succès ou les films précédents rencontrent leur public, toute proportion gardée, on ne va pas demander 8 millions d'entrées évidemment pour cela. Quand on parlait aussi tout à l'heure sur la production et la distribution, de revoir un peu les choses, je crois que ça participe aussi à aider et à soutenir cette filière art et essai. Et je crois qu'on a besoin aussi de cette filière-là parce qu'elle nourrit tout l'écosystème.
Et souvent, on a tendance à cloisonner. Il y a les films à gros budget d'un côté, il y a les films à art et essai de l'autre. C'est parfois un peu vrai, hein, on va pas se mentir. Mais je crois que ça nourrit à la fois cet art qu'est le cinéma, mais aussi ça peut permettre de faire émerger un certain nombre de talents à tous les niveaux, que ce soit des actrices, des acteurs, mais aussi des scénaristes, des réalisateurs. Et je crois qu'on a besoin de ça. Ça fait partie aussi du vivier du cinéma français et à sa réussite dans son ensemble. Donc pour nous, évidemment, ça continue à être une des priorités. La recherche et développement, l'innovation, tous les enjeux liés à l'écologie. On a bien vu en recevant les exploitants que les salles avaient dû s'adapter, investir. Ça fait partie de leur cahier des charges. Ils s'en sont très conscients. Donc, brièvement, il y a vraiment de part et d'autre, de tous les acteurs, une volonté de faire avancer le cinéma et de le faire rentrer dans cette ère où il est à la croisée des chemins, puisqu'il y a les plateformes qui ont émergé. Et ce qui a été intéressant pendant l'ère Covid, où tout le monde était cloîtré, c'était déjà l'émergence, bien évidemment, des plateformes. Alors, on a réussi à intégrer les plateformes dans le dispositif de financement, avec la directive SMA 2018, tout ça. Mais c'était de dire, d'ailleurs, il y a des grandes entreprises américaines qui ont essayé de faire des sorties simultanément sur les plateformes et dans les salles. Ils ont vu que ça n'avait pas du tout marché, jusqu'à même changer le PDG de Bob Iger d'Universal et Disney, pour revenir sur la politique antérieure. Ils ont vu que ça n'avait pas marché. Et là, on a fait le constat vraiment que la salle était au cœur du dispositif, qu'elle était indispensable et que finalement le film était créé pour le média qui est la salle, et que même si aujourd'hui il y a une multiplicité d'écrans sur lesquels on peut visionner un film, ça ne sera jamais la même chose que l'expérience salle et cette fameuse cohésion nationale autour de la sortie d'un film dont je vous disais. Hier, juste pour pas prendre trop de temps, mais j'étais chez le coiffeur l'heure du déjeuner rapidement, bon très bien, et bien il y avait une dame au shampoing qui disait « Est-ce que tu as vu tel film ?» L'autre disait « Ah non, est-ce qu'il faut que j'aille le voir ?» etc. Et s'en est enclenché une discussion autour de ça, autour de 3 personnes, et c'est quand même très sympa, quoi. Et quels que soient les territoires, les films à art et essai, il y a quand même une petite distorsion entre les territoires dans la mesure où ils sont souvent plus vus dans les grandes villes, dans les centres urbains, mais quand même il y a des salles, et on encourage ça, on propose dans le rapport l'ouverture de salles à art et essai dans les territoires, toujours cette cohésion nationale, ce mariage territorial qui fait que dans une France un peu fracturée parfois, c'est un facteur de cohésion qui a besoin d'être encouragé. Concernant les débats aussi qu'il y a eu à Cannes sur justement avec les salles art et essai, leur crainte est effectivement avec plus de sélectivité du label art et essai et de sortir du classement. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez est-ce que vous avez échangé avec ces salles ? On a eu évidemment des discussions, souvent informelles, parce qu'évidemment il y a une inquiétude et on se doit évidemment de l'entendre. Je crois que ce n'est pas l'esprit du rapport, tout d'abord. Comme je le disais tout à l'heure, on réaffirme aussi la nécessité d'avoir une filière à RSC forte dans notre pays, parce qu'elle nourrit l'ensemble du cinéma. Et je crois que c'est ce qui fait aussi la fierté quelque part de notre cinéma, même si on est capable d'aller voir toutes sortes de films. On parlait des films du milieu, mais des films à gros budget également, et des comédies qui marchent plutôt bien d'ailleurs, les comédies françaises. En tout cas, l'esprit de notre rapport, j'espère, on verra les retours qu'on aura de la filière, et de mon point de vue, de nature à rassurer quelque peu les acteurs de la filière. Mais encore une fois, je ne veux pas parler à leur place. Ils le liront et on en discutera évidemment tranquillement par la suite. En tout cas, ce n'est pas l'esprit du rapport et ce n'est pas la volonté des co-rapporteurs que nous sommes. Sur les 14 propositions effectivement, que vous avez faites, il y en a 2 effectivement, qui concernent particulièrement l'exploitation. Et donc là, qui va vers plus de libéralisation peut-être ? J'utiliserai pas nécessairement le terme de libéralisation. Par exemple, sur les cartes illimitées, ça fait partie d'un des sujets. L'idée, c'est qu'on arrive à trouver entre les différents acteurs de la filière quelque chose peut-être d'un peu plus souple, mais qui puisse convenir à tout le monde, à la fois en trouvant un prix des références qui soit accepté par toutes et tous, notamment sur l'aspect rémunération ensuite par rapport au film, mais aussi par rapport aux exploitants. De la même manière sur la capacité d'offres promotionnelles. Est-ce qu'il faut les limiter dans le temps, les cadrer 1 par an, 2 par an ? Nous, on est législateur, certes, mais la volonté, c'est un rapport, c'est pas une proposition de loi, c'est de pouvoir dire aux différents opérateurs de la filière que nous avons rencontrés, qui d'ailleurs
sont souvent plus ou moins d'accord entre eux sur ces sujets-là. C'est de dire peut-être que maintenant il faut qu'on arrive à se mettre tout le monde autour de la table et peut-être essayer de trouver des ajustements. Encore une fois, il ne s'agit pas de révolutionner ce qui existe déjà. Ça marche plutôt bien dans l'ensemble, mais on a le sentiment, et c'est parfois un peu frustrant, de se dire ça pourrait marcher encore peut-être un peu mieux pour tout le monde. C'est pas marcher un peu mieux pour certains au détriment des autres. En tout cas, si des consensus arrivent à se dégager, notamment pour l'exploitation des films, notamment en salle, je ne vois pas de souci en tant que législateur à venir valider des choses qui pourraient faire consensus au sein de la profession. Il en est de même, on a une préconisation, je crois que c'est la dernière de tête, sur une fenêtre sur la VOD. Dans la chronologie des médias. Lorsqu'on a eu un certain nombre d'auditions, c'est des choses qui semblaient heurter quasiment personne et qui pourraient aider encore mieux les films à se rentabiliser, entre guillemets. C'est une préconisation, une recommandation. Maintenant, elles sont dans le débat public et on est aussi, nous, législateurs, à l'écoute. Ça ne se termine pas avec la remise du rapport. Je crois qu'on va discuter encore plus dans les mois à venir que ce que nous l'avons fait précédemment lors de nos éditions. Quelle est la suite maintenant et comment va se dérouler les différents processus de modification de la loi ou de décret d'État Tout d'abord, on fait 14 recommandations. La première des suites, c'est de voir comment le rapport va être accueilli par la profession et par l'ensemble des différents acteurs de la profession. Je suppose qu'on va avoir à nouveau des échanges. J'espère qu'il sera bien accueilli. Ça veut dire qu'on aura peut-être bien entendu ce que tout le monde avait à nous dire. Ceci étant dit, parmi les recommandations qu'on fait, un certain nombre sont des recommandations qui peuvent être réglées de manière réglementaire, où il n'y a pas besoin de loi pour modifier ou pour apporter des changements que nous préconisons. Donc là, ça va nécessiter sûrement un certain nombre de discussions, notamment avec le CNC, mais pas que, avec les différents acteurs de la filière, pour voir si les préconisations que nous faisons, les recommandations que nous faisons sont de nature à aider les uns et les autres. Si c'est le cas, ils se mettront autour de la table, ils discuteront et nous on accompagnera le mouvement et pas besoin de loi. En revanche, il y a un certain nombre de recommandations aussi où cela nécessitera une évolution législative. Donc nous en discuterons évidemment pour éventuellement, dans les semaines, les mois à venir, proposer peut-être un véhicule législatif qui pourrait permettre justement de modifier les choses dans le sens que nous le préconisons. Mais encore une fois, moi je suis quelqu'un d'ouvert et à l'écoute et je crois que les jours qui viennent serviront aussi à entendre le retour que les gens de la profession ont à faire sur ce rapport-là. Parce que peut-être qu'on a oublié une recommandation, peut-être qu'il y aura aussi à la marge 2-3 choses à modifier, mais je crois que c'est plutôt sain, il ne faut pas le craindre. En tout cas, moi j'attends ça avec grande impatience. Retrouvez le détail des 14 propositions du rapport sur boxofficepro.fr.